Donc, un autre inconvénient, c'est que c'est un point d'attaque unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le serveur d'authentification centrale subit une attaque de déni de service, ou bien s'il a un bug, ou s'il ne marche plus, bref, s'il n'est pas disponible, alors plus personne ne pourra s'authentifier. Si vous êtes déjà authentifié à une application et que vous y avez accédé à l'authentification, l'arme belle, vous pouvez continuer à travailler dessus. Sinon, si vous voulez accéder à une application ou un logiciel auquel vous ne vous étiez pas authentifié avant, eh ben, vous ne pouvez pas jusqu'à ce que le service d'authentification se remette en marche, soit disponible à nouveau. Donc, c'est un peu ça l'un des inconvénients du SSO. On a aussi Kerberos. Alors, Kerberos est une solution de contrôle d'accès aussi, qui va utiliser la cryptographie symétrique et va offrir l'authentification mutuelle des clients et des serveurs. Ça veut dire que le client va s'authentifier auprès du service et le serveur, va être authentifié auprès du client. Dans un réseau qui va utiliser Kerberos, par exemple, pour ceux qui ont déjà vu Active Directory, etc., on peut très bien utiliser Kerberos avec. C'est quelque chose qui se fait. Donc, dans un réseau qui utilise Kerberos, on va distinguer plusieurs composants. On a le client, donc celui qui veut s'authentifier, accéder à un service. On a le domaine, c'est un réseau logique de Kerberos. On a le ticket, c'est les données qui permettent d'authentifier l'identité d'un client-serveur. On a le serveur ou le service. On a le service d'émission de tickets, qu'on appelle TGS. On a le centre de distribution de clés, qu'on appelle KDC. Et on a le TGT, qui est un ticket qui va offrir des tickets, qui va permettre d'offrir des tickets. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Imaginons que Alice, qui est une cliente, veut accéder à un service d'impression, donc à l'imprimante. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alice va dire au KDC, je veux m'authentifier. Donc, elle va donner plusieurs éléments pour s'authentifier au KDC. Le KDC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer comme réponse à Alice la clé d'Alice chiffrée grâce à une clé de session et la clé du TGS chiffrée avec une autre, je me répète, désolée, petite erreur. La clé de session chiffrée avec la clé d'Alice et le TGT, donc le ticket qui permet d'avoir d'autres tickets, chiffré avec la clé du TGS. Une fois qu'Alice a récupéré ça, elle va envoyer les informations au TGS disant « Je veux accéder au service d'impression ». Elle va envoyer le TGT chiffré avec la clé du TGS. Alice n'a pas la clé de TGS, donc elle ne peut pas déchiffrer. Donc, elle ne peut pas modifier le TGT ou quoi que ce soit. Et elle va utiliser la clé de session. Donc, en fait, avant de faire ça, elle va déchiffrer la clé de session puisqu'elle a sa propre clé. Et elle va dire, je vais m'authentifier à ça et je vais chiffrer ça, ce OAuth 1, avec la clé de session qui m'a été donnée par le KDC. Une fois que ça arrive au TGS, le TGS va déchiffrer le TGT. Il va vérifier que dans le TGT, Alice a le droit d'imprimer. Et donc, puisqu'il
il voit comme quoi c'est bon, Alice a le droit d'accéder au service d'impression. Il va envoyer à Alice le ticket de service chiffré avec la clé de chiffrement de l'imprimante et la clé de session entre le client et le serveur. Donc, client-serveur, ici, le serveur, c'est l'imprimante, hein, c'est le service d'impression. Chiffré avec la clé de session. Alice a déjà la clé de session, hein, donc elle peut déchiffrer cette partie-là. Par contre, elle n'a pas la clé de l'imprimante, donc elle ne peut pas déchiffrer le ticket de service. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer à l'imprimante, au service d'impression, le ticket de service chiffré avec la clé de l'imprimante et les éléments d'authentification hôte 2 chiffrés avec la clé de session imprimante, impression client-service, client-serveur. Ce qu'on va voir ici, finalement, l'imprimer plus en détail. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est détaillé en écrit. Donc, on continue. Les avantages sont les suivants. C'est qu'il va offrir une authentification mutuelle du client et du serveur. Ça veut dire que le client est sûr comme quoi il parle avec le serveur avec lequel il veut parler, et le serveur est sûr comme quoi il parle avec le client qui a le droit de parler avec lui, si on veut. Il atténue les attaques de rejeu grâce à l'utilisation de timestamp. Alors, c'est quoi une attaque de rejeu? C'est, par exemple, si j'ai un ticket qui permet d'accéder à quelque chose, le fait que le ticket ait une date et une heure, etc., va empêcher d'autres personnes, une fois que le ticket a été utilisé, d'autres personnes de prendre ce ticket et de le réutiliser dans la suite. Donc, on a aussi, mais les inconvénients sont que le KDC garde toutes les clés des clients et des serveurs, ce qui veut dire que si le KDC est compromis, toutes les clés du domaine Kerberos sont compromises. Elles sont en clair dans le KDC. Le KDC et le TGS sont des points de défaillance. Si l'un des deux tombe en panne, ou si les deux tombent en panne, ou si les deux sont indisponibles, ou l'un des deux est indisponible, il ne peut pas y avoir le reste du travail. Une attaque par rejeu peut toujours être effectuée durant la durée de vie du ticket d'authentification. Donc, si, malgré qu'il y ait une date et une heure, il y a une durée de vie. Donc, plus la durée de vie est grande, plus il y a possibilité de faire une attaque de rejeu. Plus la durée de vie est petite, moins il y a de possibilités que ça se fasse. Donc, voilà, c'est à peu près les inconvénients qu'on retrouve. Maintenant, on a une autre technologie qui va travailler un peu de la même manière que Kerberos. C'est un système SSO, sauf que contrairement à Kerberos, lui, il va travailler dans des environnements hétérogènes. Kerberos travaille dans des environnements homogènes, Sésame travaille dans des environnements hétérogènes. Il a des fonctionnalités de contrôle d'accès sophistiquées et l'évolutivité des systèmes à des clés publiques et permet aussi une meilleure gestion. Donc, l'ajout le plus intéressant est l'utilisation de clés publiques. Donc, Kerberos utilise des clés symétriques, clés secrètes. Sésame va utiliser des clés asymétriques, donc des clés publiques. Et alors que Kerberos stocke les clés symétriques en texte clair. Voilà. C'est un problème qui existe. Donc, on a vu un peu les différents modèles de contrôle d'accès, les différentes technologies pour la mise en place d'un contrôle d'accès, etc.
Non, quand on parle du contrôle d'accès, une fois qu'on l'a mis en place et ainsi de suite, on doit vérifier ce contrôle d'accès. Est-ce qu'il est conforme à ce qui a été prévu dans la politique de sécurité ou la politique de contrôle d'accès. Donc, pour cela, on va utiliser différents éléments, donc faire un test de pénétration. Le test de pénétration va avoir telle méthodologie, on commence par la planification. Tout commence toujours par une planification. Une reconnaissance, donc la reconnaissance, c'est la récolte d'informations généralement passives. Ensuite, l'énumération, ça va être une récolte d'informations qui va être plus active. Donc, en essayant d'envoyer des éléments et vérifier. Ensuite, l'évaluation des failles, l'exploitation de ces failles, de ces vulnérabilités, et notifier les problèmes qu'on a retrouvés grâce à un rapport. Donc, généralement, quand on veut vérifier un contrôle d'accès, on va commencer par un test de pénétration, un test de vulnérabilité ou un scan de vulnérabilité, un audit de sécurité et une évaluation de la sécurité. Donc, le test de vulnérabilité, c'est le fait de scanner un réseau ou un système pour une liste de vulnérabilités prédéfinies, comme une mauvaise configuration, par exemple. On va retrouver plusieurs types de plusieurs scanners de vulnérabilité selon ce qu'on recherche. Parmi eux, Nessus et OpenVAS. On a aussi donc l'audit de sécurité. Dans l'audit de sécurité, on va faire un test de pénétration et un test de vulnérabilité, mais aussi d'autres choses. Donc, dans l'audit de sécurité, l'auditeur va effectuer un ensemble de tests en référence à une norme. On a plusieurs normes qui existent. L'une des normes les plus connues, c'est la ISO 27001, qui est une norme parlant de la gestion de la sécurité de l'information. Donc, l'auditeur vérifie que l'organisation évaluée répond aux critères de la norme. Et puis, on va avoir une évaluation de la sécurité qui a une portée plus grande et va pouvoir inclure des tests avec une portée plus petite, comme le test de vulnérabilité, etc. Donc, dans l'évaluation de la sécurité, on va pouvoir inclure les politiques, les procédures, les contrôles administratifs. On va aussi pouvoir faire une évaluation de son efficacité dans le monde réel, donc de l'efficacité des contrôles administratifs dans le monde réel, gestion du changement, vérification, enfin une réévaluation de l'architecture, un pentest. Pentest, c'est pour test de pénétration. Des tests de vulnérabilité et des audits de sécurité. Voilà un peu ce qu'on retrouve dans une évaluation de la sécurité. Donc, on retrouve tout ce qu'on a vu au-dessus. Donc, on a légèrement survolé des notions de chiffrement. Quand j'ai parlé de Kerberos, clé secrète et Sésame, chiffrement asymétrique, clé publique. Et maintenant, en fait, on va justement parler de, grosso modo, qu'est-ce que c'est? La cryptographie, c'est la science du secret. Elle est partagée la cryptologie, c'est la science du secret. Elle est partagée entre la cryptographie et la cryptanalyse. La cryptographie, c'est l'étude des mécanismes destinés à assurer la confidentialité des communications, tandis que la cryptanalyse, son but est de déjouer les protections cryptographiques mises en place. Donc, ces éléments-là, donc finalement, la première, c'est pour l'étude et la conception des procédés de chiffrement des informations. La deuxième, c'est l'analyse des textes chiffrés pour retrouver des informations dissimulées.
l'analyse des procédés de chiffrement afin d'en découvrir les failles de sécurité. À quoi nous sert la cryptographie? Ça va nous servir justement à s'assurer de la confidentialité des informations qu'elles soient en transit ou qu'elles soient dans son élément de stockage. Et c'est pour ça que la cryptographie et le chiffrement sont aussi importants. On va voir aussi que ce n'est pas que pour ça, mais c'est l'une des raisons premières. Quand on parle de sécurité des réseaux, et c'est le dernier volet avant la fin de ce chapitre, on va avoir les risques qu'on retrouve, c'est le vol de mots de passe, le vol d'informations, le trucage, le spoofing ou trucage de l'adresse source, la violation de l'intégrité des données en la modifiant, insertion de malware, blocage de services, déni de services, et ainsi de suite. Les risques sont nombreux et multiples. Et c'est aussi une raison pour laquelle ça reste compliqué d'assurer un certain niveau de sécurité. On finit là sur le premier chapitre et on va passer au chapitre 2. On va sûrement pas finir le chapitre 2 maintenant parce qu'il ne reste pas grand-chose, il reste 10 minutes. Mais on va le commencer. Donc, le chapitre 2, c'est l'identification des menaces et les attaques. Il faut savoir que ce qu'on dit en sécurité, c'est que l'origine des attaques n'est pas que externe, mais il est aussi interne. Généralement, c'est à peu près 50% d'attaques venant de l'extérieur, d'Internet, et 50% d'attaques venant de l'intérieur. Les attaques, on en a plusieurs. Les types d'attaques, on en a plusieurs. Et chacun va impacter des concepts de la sécurité. Si on prend par exemple le virus, il va impacter l'intégrité et la disponibilité de l'information ou de la donnée. Si on prend les erreurs de saisie, même si quelqu'un peut très bien, sans faire exprès, se tromper et saisir quelque chose erroné. Là, on va ça va impacter la confidentialité et l'intégrité. Si on prend une attaque réseau, type par exemple l'écoute, on va avoir un impact sur la confidentialité. Si on parle de modification de paquets, donc comme l'attaque de l'homme du milieu, l'impact sera sur l'intégrité de l'information. Si c'est une attaque de saturation, donc quelqu'un qui essaye de saturer un service, là, il va y avoir ce sera sur la disponibilité ou le concept de disponibilité qui va être attaqué. On a aussi les intrusions ou accès illicite. Donc, les intrusions, ça peut toucher les 3 concepts de base, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. On va avoir aussi le rayonnement. Alors, qu'est-ce que le rayonnement? Il faut savoir que chaque objet électronique, que ce soit un écran, un téléphone, un ordinateur, vont émettre des rayons électromagnétiques, un champ électromagnétique. Maintenant, ce rayonnement peut être, dans des cas bien particuliers, peut être, collecté, si on veut, et étudié pour pouvoir récupérer l'information qu'il y a derrière. Alors, un exemple, imaginons que vous travaillez dans un bureau, dans un bâtiment, et que votre bureau se trouve en face d'une fenêtre. Et que de l'autre côté de la route, juste en face, il y a un autre bâtiment. Maintenant,
imaginons que vous êtes en train de parler au téléphone. Vous savez que quand vous parlez au téléphone ou quand vous parlez tout court, la voix, ce n'est rien d'autre que des ondes, un signal sinusoïdal. Donc, ce signal sinusoïdal va se propager dans votre espace, dans votre bureau, et jusqu'à arriver à la fenêtre. Maintenant, si de l'autre côté, dans le bâtiment en face, il y a quelqu'un qui met un dispositif de... dispositif de calcul de distance laser, très sensible, et qui le pointe sur votre fenêtre. Eh bien, il faut savoir que vous, quand vous parlez, c'est vrai que vous ne le voyez pas, mais la fenêtre va légèrement se déformer avec le signal sinusoïdal de votre voix, du son. Et la fenêtre va vibrer. Cette vibration va faire en sorte que cette vibration va suivre la vibration, le signal de votre voix. Et donc, la distance entre la fenêtre et le lecteur, enfin, l'élément, le laser qui calcule la distance, va aussi être modifié de manière sinusoïdale, selon votre voix. Et donc, en utilisant ça et des calculs, donc on enlève la distance de l'endroit à la fenêtre au repos, on va pouvoir récupérer le signal de la voix de l'autre côté, au niveau du bâtiment de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec quelqu'un qui pourra très bien récupérer, savoir de quoi vous étiez en train de parler au téléphone ou dans votre bureau tout court. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération, entre autres. Donc, ça dépend on va dire, on ne le prend en considération que selon les besoins qu'on a, bien sûr. Mais c'est faisable. Ça a été prouvé il y a plusieurs années, by the way. Donc, on va voir les différentes attaques, les types d'attaques. Là, on a vu quelque chose de très large. Là, on va aller un peu plus dans les détails. On a les attaques de déni de service. Une attaque de déni de service est une attaque qui est destinée à empêcher l'utilisation d'une machine ou d'un service. Il est souvent plus facile de paralyser un réseau ou un système que d'obtenir l'accès à ce réseau ou à ce système. On va avoir généralement deux types de déni de service. Le déni de service local par épuisement de ressources, en saturant l'espace disque, les répertoires récursifs, en utilisant des boucles infinies de forks, et ainsi de suite. Ou alors le DOS par le réseau. Donc, on va essayer de faire de la consommation de la bande passante grâce à des attaques de réassemblage de fragments, différents types, comme le teardrop ou le ping of death, grâce à des flags TCP illégaux ou en faisant du SYN flood, et ainsi de suite. Donc, le SYN flood, c'est le fait d'envoyer plusieurs paquets SYN, différents paquets SYN au même service. Généralement, quand vous envoyez un SYN à un service, le service va va allouer un espace et attendre et envoyer un SYN ACK et attendre la suite. Et s'il y a plus de SYN que ce que le serveur ou le service peut gérer, à un moment, il va être saturé et il ne pourra plus répondre à de nouvelles demandes de connexion.
Donc ça, c'est pour un DOS, donc un déni de service simple. On a le DDoS, c'est le déni de service distribué. Donc, au lieu qu'on ait une seule machine qui attaque, on va avoir plusieurs machines qui attaquent une seule organisation. Donc, pour avoir une idée, on va avoir quelque chose de ce style. Un maître avec des zombies qui vont attaquer une victime, un serveur victime. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la suite du cours la semaine prochaine. Par contre, on a une pause d'une demi-heure avant de commencer le TD. Donc, on se retrouve dans une demi-heure. OK? Même lien, même endroit.